Puis-je t'acheter » Quand cet homme riche a murmuré ces mots à une jeune fille affamée, il croyait parler à quelqu'un que la misère finirait par faire plier. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle se mette à rire. Pas un rire de joie. Un rire brisé, douloureux, presque terrifiant. Et en quelques secondes, ce rire a fait voler en éclats tout ce qu'il croyait être. Car cette nuit-là, il pensait humilier une inconnue. Sans savoir qu'il allait rencontrer celle qui allait changer sa vie pour toujours. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Le soir était tombé lentement sur la ville, comme si même le ciel avait peur de regarder ce qui s'y passait encore une fois. Une brume légère glissait entre les ruelles, étouffant les bruits, adoucissant les formes, mais laissant intacte la dureté du monde. Les lanternes suspendues aux façades jetaient une lueur tremblante sur les pavés humides, comme des flammes fatiguées qui refusaient pourtant de s'éteindre. Chaque coin de rue semblait porter le poids d'histoires qu'on ne racontait plus, de douleurs qu'on avait fini par appeler l'habitude. Dans ce quartier oublié des cœurs tranquilles, les fenêtres se fermaient tôt, les pas accélérant, et les regards apprenaient à ne rien voir. C'était une ville où l'on survivait beaucoup plus qu'on ne vivait. C'était une ville où la misère avait cessé de choquer, simplement parce qu'elle était devenue trop fréquente. Et au bord d'une ruelle étroite, contre un mur de pierre froid, une jeune fille était assise dans un silence qui semblait plus lourd que la nuit elle-même. Elle ne demandait rien. Elle ne tendait pas la main. Elle ne pleurait même pas. Elle était simplement là, comme une douleur silencieuse que le monde préférait contourner. Son nom était Elina. Son visage portait encore les traces d'une douceur ancienne, presque intacte malgré l'épuisement. Ses cheveux tombaient en mèches désordonnées autour de ses épaules, battus par le vent, comme si le froid lui-même s'acharnait à lui rappeler qu'elle était seule. Ses lèvres étaient sèches. Ses mains tremblaient légèrement. Et pourtant, dans sa posture brisée, quelque chose résistait encore. Quelque chose de discret. Quelque chose de noble. Quelque chose que la faim n'avait pas réussi à emporter. Depuis trop longtemps déjà, elle avançait dans un monde qui l'avait laissé tomber sans même ralentir. Elle avait connu les jours simples, autrefois. Elle avait connu une petite maison modeste, une table usée mais partagée, une voix de mère qui appelait doucement, un père fatigué qui souriait malgré tout en rentrant le soir. Elle avait connu la chaleur fragile des vies pauvres, mais encore habitées par l'amour. Puis l'hiver était venu. Un hiver cruel. Un hiver long. Un hiver qui n'avait pas seulement gelé les toits et les chemins. Un hiver qui avait emporté son père. Après cela, le silence avait changé de visage. Il s'était installé dans la maison. Il s'était glissé dans les gestes de sa mère. Il s'était accroché aux murs, aux assiettes, aux lits vides, aux matins trop lourds. Sa mère avait essayé de tenir. Longtemps. Trop longtemps. Elle avait cousu, porté, marché, supplié presque sans parler, souri quand il fallait rassurer, menti quand il fallait protéger. Mais la fatigue avait fini par gagner ce que le courage avait tenu debout pendant des mois. Et un matin, Elina avait compris, en voyant ses yeux immobiles, que l'amour aussi pouvait quitter une pièce sans faire de bruit. Depuis ce jour, le monde ne lui avait laissé ni pause, ni bras, ni refuge. Seulement les rues. Seulement la faim. Seulement la sensation terrible de devenir peu à peu invisible. Au début, certaines personnes lui avaient donné un morceau de pain. D'autres un regard de pitié. Mais la pitié s'use vite quand la misère revient chaque jour avec le même visage. Très vite, elle avait appris cette vérité douloureuse que l'enfance ne devrait jamais connaître. Les gens supportent mieux la souffrance quand elle reste loin d'eux. Lorsqu'elle est assise à leurs pieds, elle les dérange. Lorsqu'elle les regarde en silence, elle les accuse sans parler. Alors ils passent. Ils passent plus vite. Ils passent les yeux baissés. Ils passent avec cette manière étrange de feindre de ne pas voir ce qu'ils ont pourtant parfaitement vu. Elina n'en voulait même plus à personne. La déception était allée trop loin pour laisser encore de la place à la colère. Il lui restait seulement cette fatigue profonde qui ne se loge pas dans les jambes, mais dans l'âme. Son ventre lui faisait mal. Chaque respiration semblait plus vide que la précédente. Ses paupières étaient lourdes. Et pourtant elle se forçait à rester droite, même dans sa faiblesse. Parce qu'il y a des êtres qui, lorsqu'on leur enlève tout, s'accrochent encore à une seule chose. Leur dignité. Et parfois, cette dernière richesse vaut plus que tout ce que les puissants possèdent sans jamais le comprendre. La rue se vida peu à peu. Une porte claqua plus loin. Un cheval tira sur sa longe dans une cour voisine.
Une vieille charrette grinça avant de disparaître derrière l'angle d'une rue. Puis le silence revint, plus vaste, plus profond, presque solennel. C'est alors qu'elle entendit des pas. Des pas lents. Assurés. Réguliers. Des pas d'hommes qui n'avaient jamais eu besoin de se dépêcher pour rattraper la vie. Ils s'arrêtèrent juste devant elle. Elina releva les yeux. Et elle le vit. Un homme grand, droit, enveloppé dans un long manteau sombre d'une élégance presque insolente dans ce décor de pauvreté. Ses bottes étaient propres. Ses gants semblaient neufs. Son col était impeccable. Même la façon dont il se tenait donnait l'impression qu'il appartenait à un autre monde, un monde où la boue n'atteint jamais vraiment les semelles. Son visage était beau, d'une beauté sévère, presque dure. Mais ce n'était pas cette beauté qui frappait. C'était le froid. Un froid intérieur. Une distance tranquille. Cette expression particulière qu'ont les hommes qui ont longtemps commandé sans être contredits. Il regarda Elina comme on regarde quelque chose qu'on ne comprend pas tout à fait, mais dont on pense déjà connaître le prix. Ce regard-là, elle le connaissait. Pas exactement ce visage. Pas exactement ses yeux. Mais ce regard, oui. Le regard de ceux qui ne voient pas une personne. Le regard de ceux qui évaluent. Le regard de ceux qui prennent d'abord la mesure de ce qu'ils pourraient obtenir. Il resta silencieux quelques instants. Comme s'il hésitait entre partir et parler. Comme s'il se demandait sous quelle forme exprimer ce que sa pensée avait déjà trahi. Puis il se pencha légèrement vers elle. Sa voix fut basse. Presque douce. Et c'est peut-être ce qui rendit ces mots encore plus terribles. Puis-je t'acheter ? Le monde sembla se déchirer sans bruit. La phrase resta suspendue dans l'air comme une lame invisible. Même le vent parut s'arrêter. Même la nuit sembla reculer devant l'horreur calme de ces mots. Il n'avait pas crié. Il n'avait pas insulté. Il n'avait pas menacé. Et pourtant, jamais peut-être on ne l'avait autant humilié en si peu de syllabes. Parce qu'en une seule phrase, il venait de résumer tout ce que ce monde pensait des faibles quand ils n'avaient plus de défense. La faim les rendrait négociables. La solitude les rendrait disponibles. La pauvreté finirait bien par leur enlever jusqu'au droit d'être regardés comme des êtres humains. Elina le fixa longuement. Elle sentit quelque chose remonter en elle. Ce n'était pas de la peur. Elle connaissait la peur. Ce n'était pas non plus la honte. On lui en avait déjà trop jeté au visage pour qu'elle la confonde encore avec la vérité. Non. C'était autre chose. Quelque chose de plus étrange. De plus profond. De plus brûlant. Une lucidité si brutale qu'elle en devenait presque insupportable. Et soudain, contre toute attente, elle se mit à rire. Pas un rire clair. Pas un rire libre. Pas un rire heureux. C'était un rire brisé, douloureux, presque irréel. Un rire qui portait en lui trop de fatigue, trop de blessures, trop de nuits sans secours. Un rire qui ressemblait à une larme refusée. Un rire qui disait mieux que des cris tout ce qu'elle venait de comprendre une fois encore sur les hommes, sur le pouvoir, sur la cruauté tranquille de ceux qui pensent que tout s'achète. L'homme se redressa aussitôt. Sur son visage passa quelque chose de rare. De l'incompréhension d'abord. Puis une gêne. Puis une fêlure à peine visible. Il ne s'attendait pas à cela. Il connaissait les supplications. Il connaissait les silences écrasés. Il connaissait les yeux baissés. Mais ce rire-là, non. Parce que ce rire ne venait pas d'une défaite. Il venait d'une vérité si nue qu'elle lui ôtait soudain tout pouvoir. Elina leva les yeux vers lui. Son visage était pâle. Ses traits étaient tirés. Mais dans son regard brillait à cet instant une force que ni la faim ni l'abandon n'avaient réussi à tuer. Et d'une voix faible, lente, précise, elle murmura. Vous ne pouvez pas acheter ce qui a déjà été détruit par des hommes comme vous. La phrase entra en lui avec une violence qu'il n'avait jamais connue. Il resta immobile. Comme frappé sans avoir été touché. Comme si, pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait trouvé l'endroit exact où son âme s'était endurcie. Son nom était Adrien Delcourt. Dans cette ville, ce nom ouvrait des portes. Ce nom faisait taire les réticences. Ce nom suffisait à obtenir, à imposer, à faire plier. Il possédait des commerces, des terrains, des bâtiments, des signatures, des dettes, des promesses qu'il n'avait jamais eu besoin de tenir. Et surtout,
il possédait cette certitude dangereuse des hommes qui confondent puissance et valeur. Depuis trop longtemps, le monde lui avait répondu oui avant même qu'il ne parle. Depuis trop longtemps, personne n'avait osé lui tendre un miroir. Mais ce soir-là, dans cette ruelle étroite, face à une jeune fille affamée assise contre un mur, il se découvrait soudain plus nu qu'elle. Il voulut reprendre l'avantage. Il voulut reformer autour de lui cette armure invisible faite de contrôle et d'assurance. Alors il demanda, presque machinalement. « Comment t'appelles-tu » Elina ne détourna pas les yeux. Et dans un souffle traversé de lassitude, elle répondit. « Pourquoi, pour l'écrire sur un reçu ?» Quelque chose se contracta en lui. Ce n'était pas encore le remords. Pas encore. C'était plus inconfortable encore. C'était la sensation d'être vu. Vraiment vu. Vu au-delà du manteau. Vu au-delà du nom. Vu au-delà de l'argent. Et les hommes comme Adrien supportent mal d'être regardés là où ils sont vides. Il observa alors plus attentivement la jeune fille devant lui. Il remarqua ses joues creusées. La fatigue dans ses mains. La tension discrète de son dos, comme si même assise elle refusait encore de s'effondrer complètement. Il remarqua aussi cette chose déroutante qu'il n'avait pas envie d'admettre. Sous la poussière, sous le froid, sous la misère, quelque chose en elle demeurait intacte. Une lumière blessée. Une fierté sans arrogance. Une dignité sans témoin. Et cette lumière la lui fit plus mal que le mépris. Parce qu'elle révélait l'obscurité qu'il portait depuis longtemps sans jamais la nommer. Sa gorge se serra. Il détourna les yeux une seconde. Puis demanda, d'une voix moins sûre. « Depuis quand n'as-tu pas mangé ?» Elina hésita. Non parce qu'elle voulait mentir. Mais parce que dire la vérité à voix haute rend parfois la souffrance encore plus réelle. Finalement, elle murmura. « Depuis trop longtemps pour que cela vous touche vraiment. » Il resta silencieux. Elle le regarda encore, puis ajouta plus bas. « Mais si vous voulez savoir, cela fait 2 jours. » 2 jours. Ces mots eurent sur lui l'effet d'un coup sourd. 2 jours. Et lui venait de quitter une table surchargée. Une table où l'on servait plus qu'il n'était possible de manger. Une table où l'abondance était si ordinaire qu'elle en devenait invisible. Et à quelques rues seulement de ce confort obscène, une jeune fille luttait contre le vertige, le froid et le vide. Il sentit pour la première fois le poids de sa propre satiété comme quelque chose de honteux. La rue sembla rétrécir autour de lui. Le silence changea de texture. Il ne savait plus quoi faire de ses mains. Ni de son regard. Ni de cette phrase odieuse qu'il venait de prononcer et qui continuait de flotter entre eux comme une souillure. Alors, sans rien dire, il se tourna brusquement. Et traversa la rue. Elina le suivit du regard, méfiante, fatiguée, incapable encore de croire à autre chose qu'à une nouvelle humiliation. Il frappa à la porte d'une petite boulangerie presque fermée. Un vieil homme apparut derrière la vitre. Ils échangèrent quelques mots. Puis la porte s'ouvrit. Adrien entra. Quelques instants plus tard, il ressortit avec du pain, de la soupe chaude, un morceau de fromage et quelques fruits soigneusement enveloppés dans un tissu. Il revint vers elle. S'agenouilla légèrement. Et posa le tout à quelques centimètres de ses mains. Elina baissa les yeux sur la nourriture. La chaleur de la soupe montait encore dans l'air froid. L'odeur du pain lui traversa le corps comme un souvenir presque douloureux. Son ventre se contracta. Mais elle ne bougea pas. Parce qu'il existe des moments où accepter devient plus difficile encore que souffrir. Adrien la regarda, troublé par cette résistance silencieuse. Puis il dit simplement. « Mange. » Elle releva lentement les yeux vers lui. Et demanda. « Pourquoi ?» Ce mot, si court, le désarma plus que toutes les répliques précédentes. Pourquoi, en effet? Pour se faire pardonner. Pour calmer sa conscience. Pour effacer l'horreur de sa propre phrase. Pour retrouver une image supportable de lui-même. Aucune de ces raisons n'était assez pure. Aucune n'était assez digne. Aucune n'avait le droit de se présenter comme de la bonté. Il chercha une réponse. Et ne trouva d'abord que le vide. Puis, dans un souffle plus bas que tout à l'heure, il murmura. « Parce que tu en as besoin. » Elina le regarda longtemps. Longtemps comme on regarde une porte dont on ignore si elle s'ouvre sur un abri ou sur un piège. Puis elle dit, avec une douceur triste qui blessa plus que l'insulte. «
Les hommes comme vous ne donnent jamais sans vouloir reprendre autrement. Ces mots tombèrent sur lui avec une lenteur terrible. Parce qu'au fond, elle avait raison. Toute sa vie, il avait appelé générosité ce qui n'était souvent qu'un autre visage du pouvoir. Offrir pour mieux tenir. Aider pour mieux décider. Soulager pour mieux posséder. Il comprit soudain que sa manière d'exister avait abîmé jusqu'au sens des gestes simples. Alors il baissa légèrement la tête. Et dans une sincérité maladroite, presque douloureuse, il dit « Peut-être que, pour une fois, je ne veux rien prendre. » Le silence qui suivit fut différent. Moins dur. Moins tranchant. Comme si la nuit elle-même retenait son souffle devant cette phrase encore imparfaite, mais vraie. Elina observa son visage. Elle y chercha le calcul. L'orgueil. Le mensonge. La faim lui donnait envie de tendre la main. La mémoire lui ordonnait de la retenir. Entre les deux, son cœur avançait sur un fil. Puis, lentement, très lentement, elle prit le bol entre ses doigts tremblants. La chaleur la saisit aussitôt. Et pendant une seconde, ce simple contact sembla suffire à fissurer quelque chose en elle. Elle porta la première cuillère à ses lèvres. Ferma les yeux. Et sentit les larmes monter, non parce que la soupe était exceptionnelle, mais parce qu'elle était chaude. Parfois, après trop de froid, la moindre chaleur ressemble à un miracle. Adrien resta là. Sans parler. Sans demander merci. Sans tenter d'adoucir ce qu'il avait dit plus tôt. Et pour la première fois peut-être de toute son existence, il demeura simplement face à la vérité de sa propre pauvreté intérieure. Sous la lumière vacillante des lanternes, entre la faim d'une jeune fille et la honte d'un homme puissant, quelque chose venait de naître. Ce n'était pas encore la confiance. Ce n'était pas encore le pardon. Ce n'était même pas encore la bonté dans sa forme la plus pure. C'était plus fragile. Plus discret. Plus bouleversant. C'était le premier frémissement d'une conscience qui s'éveille enfin. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. La nuit qui avait vu leur rencontre ne s'effaça jamais vraiment du cœur d'Elina. Même lorsque l'aube revint sur les toits gris de la ville, même lorsque les rues reprirent leur agitation habituelle, quelque chose de lourd continuait de vibrer dans sa mémoire. Elle revoyait encore cet homme debout devant elle. Elle entendait encore cette phrase tomber comme une honte. Elle sentait encore sur ses doigts la chaleur du bol qu'elle avait fini par accepter, comme si ce simple geste avait laissé dans son âme une trace plus profonde que la faim elle-même. Au matin, elle se réveilla avec cette impression étrange que quelque chose avait changé, sans qu'elle puisse dire si ce changement annonçait un danger nouveau ou le début d'un impossible apaisement. La soupe avait calmé son corps. Mais son cœur, lui, restait en alerte. Parce que lorsque la vie vous a trop souvent trahi, même la bonté la plus discrète ressemble d'abord à un piège qui attend son heure. Elina connaissait cette loi silencieuse du malheur. Rien n'est jamais donné sans coup. Rien n'est jamais offert sans attente. Rien n'est jamais tendre très longtemps dans un monde qui a appris à négocier même la faiblesse des plus brisés. Alors, toute la journée, elle marcha avec prudence dans ses propres pensées. Elle se répéta que cet homme ne reviendrait probablement pas. Elle se répéta qu'il avait peut-être agi par honte, dans un élan passager, simplement pour se supporter lui-même après avoir entendu la violence de ses propres mots. Elle se répéta qu'il valait mieux oublier. Mais certaines rencontres, même lorsqu'elles blessent, s'accrochent à l'âme avec une force troublante. À la tombée du soir, le froid recommença à s'installer entre les ruelles. Les ombres s'allongèrent. Les portes se fermèrent. Et les passants, comme toujours, marchèrent plus vite à l'approche de la nuit, comme si l'obscurité rendait la misère plus visible encore. Elina s'était réfugiée près du même mur de pierre. Pas parce qu'elle l'aimait. Mais parce que les habitudes naissent aussi de l'absence de choix. Elle serrait contre elle le tissu usé qui lui servait de châle, cherchant à conserver un peu de chaleur contre sa poitrine. Puis elle entendit de nouveau ses pas. Lents. Mesurés. Assurés. Son ventre se noua aussitôt. Lorsqu'elle releva les yeux, Adrien était là. Il tenait un petit paquet enveloppé dans un linge propre. Il ne s'approcha pas trop vite. Il s'arrêta à une distance qui semblait presque respectueuse. Et ce détail, à lui seul, troubla Elina plus qu'elle ne l'aurait admis. Il déposa le paquet sur une caisse vide près d'elle. À l'intérieur, il y avait du pain frais, un peu de viande froide, une pomme, et une petite couverture plus épaisse que celle qu'elle possédait déjà.
Elina baissa les yeux sur ces choses simples, mais son visage ne laissa rien paraître. Elle se contenta de demander, d'une voix prudente. « Pourquoi êtes-vous revenu ?» Adrien resta silencieux quelques secondes. Comme s'il refusait désormais les réponses trop rapides. Comme s'il avait compris que certains mots, prononcés sans vérité, peuvent blesser autant qu'un coup. Puis il répondit. « Parce que partir aurait été plus facile que de regarder ce que j'ai fait de moi-même. » Elina releva lentement les yeux vers lui. Cette réponse n'effaçait rien. Mais elle ne ressemblait pas à un mensonge. Elle ressemblait à une douleur. Et cela, déjà, était nouveau. Le vent souleva légèrement le bas du manteau d'Adrien. Il semblait fatigué. Pas physiquement. D'une fatigue plus cachée. Comme si une lutte silencieuse avait commencé en lui, une lutte qu'il ne maîtrisait pas encore, mais qu'il ne pouvait plus ignorer. Elina détourna le regard. Elle ne voulait pas être touchée par cela. Elle ne voulait pas croire trop vite à l'existence d'une faille dans cet homme qui l'avait humiliée avec tant de calme. Car la confiance, lorsqu'elle a été trahie trop tôt dans la vie, devient une porte rouillée que même la douceur ne suffit pas à ouvrir. Pourtant, les jours suivants, Adrien revint encore. Jamais avec ostentation. Jamais avec les grands gestes des hommes qui veulent être vus en train d'aider. Il arrivait discrètement. Laissait parfois de quoi manger. Une autre fois, il apporta une paire de chaussures presque neuves, choisies avec soin pour l'hiver qui approchait. Une autre fois encore, il ne prit rien de matériel, et resta seulement quelques minutes à distance, comme s'il voulait s'assurer qu'elle était encore là, vivante, debout, malgré tout. Cela déroutant Elina. Elle aurait préféré la cruauté simple. La cruauté, au moins, ne trompe pas longtemps. Mais cette patience inattendue, cette retenue nouvelle, cette manière qu'il avait de ne rien exiger, ouvrait dans son esprit des questions qu'elle ne savait pas comment refermer. Dans la ville, les regards commencèrent à changer. On remarqua qu'Adrien Delcourt ralentissait désormais dans les rues qu'il traversait autrefois sans les voir. On remarqua qu'il s'arrêtait devant les échoppes modestes, qu'il parlait aux vieux commerçants, qu'il regardait enfin les visages au lieu de seulement compter les bâtiments. On remarqua surtout qu'il revenait toujours vers cette jeune fille dont personne, jusque-là, n'avait voulu connaître l'histoire. Les rumeurs naquirent aussitôt. Certaines étaient cruelles. D'autres moqueuses. D'autres encore cherchaient à salir ce qu'elle ne comprenait pas. Mais Elina, qui avait déjà tout perdu, savait reconnaître la différence entre le regard des curieux et le poids d'une conscience qui se fissure. Un soir où le ciel semblait brûler au-dessus des toits avant de s'éteindre tout à fait, elle osa enfin lui poser la question qui grandissait en elle depuis des jours. « Qu'est-ce que vous cherchez vraiment ?» Adrien la regarda longtemps. Son visage, autrefois si sûr de lui, portait maintenant quelque chose de plus nu. Pas de faiblesse. Pas encore. Mais une honnêteté douloureuse, comme si chaque réponse lui coûtait un peu de l'armure dans laquelle il avait vécu si longtemps. Il finit par dire « Je crois que je cherche l'endroit exact où j'ai cessé de voir les autres comme des êtres humains. » Ces mots traversèrent Elina comme une surprise. Elle s'attendait à de la justification. À de la pitié. À une explication élégante qui arrangerait sa conscience. Mais il venait de lui offrir autre chose. Une vérité laide. Une vérité incomplète, certes. Mais une vérité. Elle le regarda plus attentivement que les autres fois. Elle vit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'y avait pas vu au premier soir. De la honte. Pas une honte théâtrale. Pas celle des hommes qui regrettent seulement d'avoir été découverts. Une honte plus lourde. Plus lente. Plus sincère. Celle qui ne cherche pas à être pardonnée tout de suite. Celle qui accepte de brûler. Le silence se posa entre eux, mais il n'était plus entièrement hostile. Il ressemblait maintenant à un pont fragile jeté entre deux blessures très différentes. La sienne, née de l'abandon, de la faim et des humiliations. La sienne, née d'une vie passée trop longtemps à confondre richesse et valeur. Elina finit par murmurer. La faim n'est pas ce qu'il y a de pire. Adrien baissa légèrement le menton, comme s'il recevait déjà la suite avant même qu'elle ne parle. Le pire, c'est de comprendre que votre douleur ne dérange presque personne. Le pire, c'est de voir les gens vous regarder comme si votre misère était une faute. Le pire, c'est d'avoir encore une âme, dans un monde qui préfère vous réduire à un besoin. Chaque mot qu'elle prononçait semblait tomber au fond de lui avec un poids immense. Il comprit alors que, pendant des années, il n'avait pas seulement ignoré la souffrance.
Il avait participé à ce système invisible qui l'écrase davantage en la rendant normale. Et cette révélation fut plus violente pour lui que n'importe quelle accusation criée. Les jours passèrent encore. Puis un soir plus rude que les autres, le vent se leva avec une brutalité nouvelle. Les rues gémissaient sous les rafales. Le froid mordait jusqu'aux os. Adrien trouva Elina recroquevillée sous son châle trop fin, les doigts glacés, les lèvres presque bleues. Cette fois, il ne posa pas seulement un paquet près d'elle. Il retira son propre manteau, s'agenouilla sans théâtralité, et le déposa sur ses épaules. Elina sursauta. Le tissu gardait encore la chaleur de son corps. Cette chaleur-là la bouleversa plus qu'elle ne l'aurait cru. Parce qu'un repas calme la faim. Mais la chaleur d'un manteau offert sans violence, sans calcul visible, sans regard possessif, vient toucher quelque chose de plus ancien. Quelque chose qui ressemble au souvenir d'être protégé. Elle leva les yeux vers lui, déstabilisée. Et pour la première fois, elle ne vit pas seulement l'homme qui l'avait blessée. Elle vit aussi l'homme qui semblait souffrir de l'avoir été. Cette nuit-là, il lui proposa un abri. Pas un lieu luxueux. Pas une prison dorée. Une petite maison modeste à l'écart du centre, vide depuis longtemps, mais propre, calme, avec une porte qui ferme, un lit simple et une cheminée. Elina refusa aussitôt. Le mot sortit de sa bouche comme un réflexe de survie. Adrien ne protesta pas. Il ne chercha pas à convaincre. Il hocha simplement la tête, comme s'il comprenait qu'il n'avait aucun droit sur le rythme de sa confiance. Et ce refus respecté fut peut-être, sans qu'il le sache, le premier véritable geste qui commença à toucher le cœur d'Elina. Car trop d'hommes insistent lorsqu'ils croient faire le bien. Trop d'hommes exigent de la gratitude lorsqu'ils offrent un secours. Trop d'hommes veulent entrer dans la blessure comme on entre dans une maison qui leur appartient déjà. Lui, ce soir-là, recula. Et dans ce recul, il y avait plus d'humanité que dans bien des paroles. Quelques jours plus tard, Elina tomba malade. Pas violemment. Mais assez pour que ses forces déjà fragiles s'effondrent encore davantage. Une vieille femme du quartier, qui l'observait parfois de loin avec une tendresse discrète, alla prévenir Adrien. Quand il arriva, Elina tremblait de fièvre dans un coin sombre où même la lumière semblait hésiter à entrer. Il ne parla presque pas. Il la souleva avec précaution, comme on soulève quelque chose de précieux qu'on a eu peur d'abîmer. Elina, à moitié consciente, voulut protester. Mais elle n'en avait plus la force. Elle sentit seulement qu'on la portait sans brutalité. Qu'on ne lui demandait rien. Qu'aucune main ne cherchait à la posséder sous prétexte de la sauver. Lorsqu'elle ouvrit les yeux de nouveau, elle était dans cette petite maison dont il lui avait parlé. Le feu brûlait doucement dans la cheminée. Une bassine d'eau tiède reposait sur une table. Des draps propres entouraient son corps épuisé. Et sur une chaise, non loin du lit, Adrien était assis en silence, comme un homme qui n'ose pas partir mais qui n'ose pas davantage s'imposer. Elina voulut parler. Sa gorge était sèche. Finalement, elle murmura. « Pourquoi faites-vous tout cela ?» Adrien resta immobile un instant. Puis il répondit avec une vérité qui semblait lui coûter plus qu'aucune autre. « Parce que je crois que si je détourne les yeux maintenant, je deviendrai définitivement l'homme que j'ai vu dans votre regard ce soir-là. » Cette phrase toucha Elina là où aucune promesse n'aurait pu entrer. Parce qu'elle n'était pas belle. Parce qu'elle n'essayait pas de séduire. Parce qu'elle disait simplement qu'il luttait, non pour paraître bon, mais pour ne plus être monstrueux à ses propres yeux. Les jours de convalescence furent silencieux. Elina dormait beaucoup. Parfois elle se réveillait en sursaut, prisonnière de rêves trop proches de la réalité. Parfois elle restait immobile, regardant la lumière glisser lentement sur les murs, comme si son âme avait besoin de réapprendre qu'un lieu peut être calme sans exiger de douleur en retour. Adrien venait chaque jour. Toujours discrètement. Il apportait du bois. Du pain. Des médicaments. Quelques livres simples, après avoir découvert qu'Elina aimait lire quand elle en avait encore la force. Jamais il n'entrait sans frapper. Jamais il ne s'asseyait trop près. Jamais il ne parlait plus qu'il ne fallait. Et à mesure que les gestes remplaçaient les discours, Elina sentit naître en elle une émotion plus déroutante que la peur. L'apaisement. Un soir, alors qu'une pluie fine murmurait contre les vitres, elle lui demanda doucement. « Est-ce que vous avez toujours été comme cela ?» Adrien eut un sourire triste. « Non. Je crois même que j'ai passé ma vie à devenir l'inverse. » Elle le regarda. Il poursuivit. «
Quand on possède trop, on finit parfois par croire qu'on mérite tout. Quand on est obéi trop longtemps, on oublie d'écouter. Quand on obtient toujours ce qu'on veut, on ne se demande plus ce que cela coûte aux autres. Sa voix n'était ni fière ni dramatique. Elle portait la fatigue d'un homme qui découvrait enfin l'ampleur de son propre aveuglement. Elina baissa les yeux vers ses mains. Puis elle murmura. Moi, j'ai appris l'inverse. Quand on perd tout, on découvre ce qui ne doit jamais être vendu. Adrien releva lentement la tête. Leurs regards se croisèrent. Et dans ce silence-là, quelque chose passa entre eux, non pas de l'amour, non pas encore du pardon, mais une reconnaissance plus profonde. La reconnaissance douloureuse de deux êtres qui avaient vu la laideur du monde de très près, chacun d'un côté différent. Les semaines suivantes apportèrent d'autres surprises. Adrien commença à changer sa manière de vivre au grand jour. Il annula des dettes que ses employés n'osaient même plus contester. Il visita les quartiers pauvres qu'il traversait autrefois sans ralentir. Il écouta des histoires qu'il aurait jugées insignifiantes quelques mois plus tôt. Il ouvrit une petite cuisine populaire. Puis un foyer pour les jeunes filles sans famille. Puis un fonds discret pour aider les malades oubliés. La ville n'en revenait pas. Les mêmes personnes qui le craignaient hier l'observaient aujourd'hui avec méfiance, parfois avec admiration, souvent avec incompréhension. Mais lui semblait ne plus chercher l'approbation. Il avançait comme un homme qui a enfin trouvé la direction de sa dette intérieure. Un matin d'hiver, alors que la neige tombait doucement dehors, Elina se leva plus tôt que d'habitude. Elle s'approcha de la fenêtre. La ville était blanche. Silencieuse. Presque innocente sous ce voile de lumière froide. Adrien entra après avoir frappé. Il la vit debout. Plus forte. Plus calme. Et dans ses yeux, il aperçut quelque chose qu'il n'avait pas encore osé espérer. Non pas une confiance totale. Mais une paix naissante. Il s'arrêta à quelques pas d'elle. Puis demanda doucement. « À quoi pensez-vous » Elina regarda la neige tomber encore quelques instants. Puis répondit. « Je pense au fait que la faim m'a presque volé mon humanité. Et que vos paroles, ce soir-là, ont presque achevé ce qu'elle avait commencé. » Adrien baissa les yeux, comme si cette vérité gardait encore le pouvoir de le traverser entièrement. Mais Elina poursuivit, d'une voix plus tendre, plus profonde, presque lumineuse. Pourtant, ce n'est pas cela que je veux garder de cette histoire. Il releva lentement le regard vers elle. Et ce qu'il vit alors dans ses yeux le bouleversa davantage que toutes les larmes. Il y vit une force qui avait traversé la nuit sans devenir dure. Il y vit une bonté qui avait souffert sans disparaître. Il y vit cette grâce rare des êtres qui, même blessés, choisissent encore de ne pas rendre le monde plus cruel qu'il ne l'est déjà. Elina murmura alors. Je veux me souvenir qu'au moment où le monde me traitait comme une chose, j'ai trouvé la force de rire. Et qu'au moment où vous étiez face au pire de vous-même, vous avez trouvé la force d'en avoir honte. Ces mots entrèrent en Adrien avec une douceur si profonde qu'elle lui fit presque plus mal que l'accusation. Parce qu'il ne l'écrasait pas. Il lui laissait une chance. Et parfois, recevoir une chance imméritée est la plus lourde des miséricordes. Il sentit ses yeux se remplir lentement. Pas de faiblesse. Pas de spectacle. Seulement la vérité nue d'un homme qui comprenait enfin qu'on peut être sauvé non par la grandeur, mais par la lucidité qu'une âme brisée vous offre au moment où elle pourrait vous haïr. Elina se tourna alors complètement vers lui. Et dans un souffle presque tendre, elle ajouta. « Vous savez ce qui vous a vraiment brisé ce soir-là » Adrien secoua légèrement la tête. Elle répondit. « Ce n'est pas mon rire. C'est le fait qu'il ait réveillé en vous une voix que vous aviez passé votre vie à faire taire. » Il ne répondit pas. Parce qu'il savait. Il savait qu'elle venait de toucher l'endroit le plus vrai. Il savait que ce soir-là, devant une fille affamée assise contre un mur, il n'avait pas seulement prononcé une phrase ignoble. Il avait rencontré le miroir exact de sa propre pauvreté intérieure. Et c'est ainsi que leur histoire ne devint jamais celle, trop simple, d'un homme riche sauvant une pauvre fille. Non. C'était une histoire plus rare. Plus rude. Plus belle aussi. L'histoire d'une jeune fille qui, au bord de l'effondrement, avait refusé d'être réduite à un prix. L'histoire d'un homme qui, après avoir cru posséder le monde, découvrit enfin ce que vaut une âme qu'on ne peut pas acheter. L'histoire d'une onde devenue éveil. D'une blessure devenue passage. D'un rire douloureux devenu lumière. Et dans la ville qui les avait vus tomber chacun à sa manière,
on commença peu à peu à comprendre une vérité que ni l'or, ni le pouvoir, ni la peur ne peuvent effacer. Certaines personnes n'ont plus rien. Et pourtant, elles possèdent encore l'essentiel. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Il existe des histoires qui ne s'achèvent pas vraiment au moment où les larmes tombent. Il existe des histoires qui continuent de vivre longtemps après le dernier mot, parce qu'elles ne parlent pas seulement de ceux qui les ont traversées, mais aussi de nous, de nos silences, de nos regards, de ce que nous choisissons de voir ou d'ignorer lorsque la douleur des autres se tient juste devant nous. L'histoire d'Elina et d'Adrien était de celle-là. Ce n'était pas une histoire parfaite. Ce n'était pas une histoire simple. Ce n'était pas non plus un conte où la souffrance disparaît d'un coup sous l'effet d'un miracle soudain. Car la vie ne répare pas si vite. La vie ne recolle pas une âme avec quelques gestes, même sincères. La vie ne fait pas oublier la faim, l'humiliation, l'abandon, simplement parce qu'un jour, quelqu'un a enfin compris qu'il avait été cruel. Non. Certaines blessures gardent leurs traces jusque dans les saisons les plus lumineuses. Certaines nuits reviennent encore, même lorsqu'un toit protège désormais du froid. Certaines paroles restent gravées si profondément qu'on les entend encore des années plus tard, non parce qu'elles continuent de détruire, mais parce qu'elles rappellent à quel point il a fallu se battre pour ne pas leur appartenir. Elina savait cela. Elle savait que l'on peut être sauvé du dehors sans être immédiatement sauvé du dedans. Elle savait que l'on peut cesser d'avoir faim sans cesser d'avoir mal. Elle savait que l'on peut être entouré de calme et pourtant sursauter encore au moindre souvenir. Mais elle savait aussi autre chose. Elle savait que survivre ne consiste pas seulement à respirer davantage. Survivre, parfois, c'est refuser que la cruauté de ce monde décide définitivement de ce que l'on devient. Et en cela, sa victoire était immense. Parce qu'au moment où tout semblait prêt à la réduire au silence, elle avait encore trouvé la force de rire. Pas pour se moquer. Pas pour défier le ciel. Mais pour dire, dans un langage que seule la douleur profonde sait parler, qu'il restait en elle quelque chose d'inviolable. Quelque chose que la faim n'avait pas emporté. Quelque chose que l'humiliation n'avait pas arraché. Quelque chose que même la solitude n'avait pas réussi à faire mourir. Sa dignité. Cette dignité discrète, invisible aux yeux des puissants, mais plus précieuse que toutes les fortunes qu'ils accumulent sans jamais comprendre ce qu'ils ont perdu en chemin. Adrien, lui aussi, avait appris. Pas en lisant. Pas en écoutant les flatteries du monde. Pas en signant de nouveaux contrats ou en ajoutant une victoire de plus à son nom. Il avait appris au pied d'un mur froid, dans une rue que lui-même aurait autrefois traversée sans la regarder. Il avait appris face à une jeune fille affamée, dont le rire avait fait trembler tout ce qu'il croyait solide en lui. Il avait appris que la richesse peut nourrir le corps sans jamais éclairer l'âme. Il avait appris que l'on peut posséder des maisons, des terres, des comptes, des hommes parfois même, et pourtant rester intérieurement plus pauvre que celle qui n'a pour seule couverture qu'un tissu trop fin contre la nuit. Il avait appris surtout qu'il existe une forme de misère bien plus grave que le manque d'argent. La misère de celui qui ne sait plus reconnaître l'humanité devant lui. La misère de celui qui transforme la souffrance des autres en opportunité, en spectacle ou en marchandise. La misère de celui qui croit avoir de la valeur parce qu'il peut acheter, alors qu'en réalité il ne fait souvent qu'avouer son incapacité à aimer, à respecter, à voir. Et cette découverte l'avait brisé. Mais il y a des brisures qui détruisent. Et il y en a d'autres qui ouvrent. La sienne appartenait à la seconde sorte. Parce que pour la première fois, sa honte n'avait pas seulement été une douleur. Elle avait été une porte. Une porte étroite, difficile, presque humiliante à franchir, mais une porte tout de même. Une ouverture vers quelque chose de plus vrai. De plus humble. De plus humain. Il comprit alors qu'on ne devient pas meilleur par un grand discours. On devient meilleur lorsqu'on accepte enfin de regarder sans détour le mal que l'on a causé. Lorsqu'on renonce à être admiré pour commencer simplement à être juste. Lorsqu'on cesse de demander à la vie de nous épargner l'inconfort d'un remords sincère. Lorsqu'on choisit, non pas de paraître changé, mais de recommencer chaque jour à réparer en silence. C'est pour cela que cette histoire touche si profondément. Parce qu'elle ne raconte pas seulement la souffrance d'une jeune fille pauvre. Elle raconte aussi la faillite morale d'un homme riche. Et surtout, elle raconte cette vérité que beaucoup redoutent d'entendre. Ce n'est pas toujours celui qui manque de pain qui est le plus démuni. Parfois, le plus pauvre est celui qui a tout sauf un cœur éveillé. Parfois, le plus perdu est celui que tout le monde envie. Parfois,
la fin la plus terrible n'est pas celle du ventre, mais celle d'une âme qui a vécu trop longtemps loin de la compassion. Elina n'a pas sauvé Adrien par devoir. Elle ne l'a pas sauvé par bonté naïve. Elle ne l'a même pas sauvé volontairement. Elle l'a sauvé en restant vraie au moment même où elle aurait pu s'effondrer. Elle l'a sauvé en refusant d'être réduite à un prix. Elle l'a sauvé en prononçant cette vérité que tant de gens riches passent leur existence entière à éviter. Et c'est peut-être cela, au fond, la beauté la plus bouleversante de cette histoire. Ce n'est pas la charité. Ce n'est pas le retournement du destin. Ce n'est pas même la rédemption. C'est la rencontre de deux pauvretés différentes. L'une visible, douloureuse, glaciale, portée par une jeune fille dont le corps criait la faim. L'autre cachée, plus honteuse encore, portée par un homme dont l'âme criait le vide sans qu'il l'ait jamais compris. Et au croisement de ces deux abîmes, quelque chose d'imprévu a surgi. Non pas une perfection. Non pas une innocence retrouvée. Mais une lumière. Une lumière n'est non pas de l'absence de blessure, mais du courage de ne pas laisser la blessure avoir le dernier mot. C'est cela qui rend cette histoire si humaine. Parce qu'elle nous rappelle qu'aucun être n'est réduit à son pire moment. La fille affamée n'était pas seulement une victime. Elle était une conscience debout. L'homme cruel n'était pas condamné à rester à jamais ce qu'il avait été. Il pouvait encore entendre. Il pouvait encore avoir honte. Il pouvait encore choisir de ne plus détourner les yeux. Et dans un monde où tant de cœurs se ferment par confort, par orgueil ou par lassitude, cette possibilité reste l'une des formes les plus rares de l'espérance. Alors, si cette histoire laisse une trace en nous, ce n'est pas uniquement parce qu'elle est triste. C'est parce qu'elle nous pose une question à laquelle personne n'échappe vraiment. Que voyons-nous lorsque la souffrance se tient devant nous? Voyons-nous une gêne à éviter? Un fardeau qui ne nous concerne pas? Une faiblesse exploitable? Ou voyons-nous enfin un être humain dont la dignité vaut infiniment plus que tout ce que notre monde sait mesurer? Car tout se joue peut-être là. Dans un regard. Dans une parole retenue ou prononcée. Dans un geste qui humilie ou dans un geste qui relève. Dans la capacité à comprendre que la grandeur d'une vie ne se mesure pas à ce qu'elle possède, mais à ce qu'elle respecte. Elina continua d'avancer avec ses cicatrices. Adrien continua de vivre avec sa honte transformée en devoir silencieux. Et leur histoire demeura, non comme celle d'un sauveur et d'une sauvée, mais comme celle d'un réveil mutuel au bord du pire. Elle, en découvrant que même dans l'abandon le plus profond, une âme peut encore refuser de se vendre. Lui, en découvrant que même après avoir touché le fond de sa propre laideur, un homme peut encore choisir de remonter autrement. Et peut-être est-ce cela, la dernière vérité que cette histoire nous laisse. On peut presque tout perdre. Sans perdre l'essentiel. On peut presque tout posséder. Sans avoir encore trouvé ce qui compte. On peut tomber très bas. Et pourtant garder au fond de soi une étincelle qu'aucune nuit n'éteint totalement. Et lorsque cette étincelle rencontre enfin un regard capable de la reconnaître, alors quelque chose change. Pas toujours vite. Pas toujours parfaitement. Pas toujours sans douleur. Mais assez pour que le monde, un instant, cesse d'être seulement cruel. Assez pour qu'une âme brisée ne devienne pas une âme vendue. Assez pour qu'un cœur endurci redevienne un cœur humain. Et c'est ainsi que cette histoire se termine. Non par l'oubli. Non par une promesse facile. Mais par une vérité simple et immense. Il y a en chaque être une part sacrée que ni la faim, ni l'argent, ni le pouvoir, ni l'humiliation ne devraient jamais atteindre. Ceux qui la protègent, même dans la nuit, portent une richesse que le monde entier ne peut acheter. Et ceux qui apprennent enfin à la reconnaître, après avoir vécu trop longtemps loin d'elle, découvrent peut-être la seule fortune qui mérite vraiment d'être cherchée. Si cette histoire vous a touché profondément, dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti au moment où Elina s'est mise à rire. Et surtout, dites-moi ceci, selon vous, qui était vraiment le plus pauvre des deux au début de cette histoire? Si vous aimez les récits puissants, humains, bouleversants et remplis de leçons de vie, abonnez-vous dès maintenant, parce que les prochaines histoires pourraient bien toucher une partie de vous que vous aviez oubliée.